Salut à tous, épisode 3 avec la Décathlon CMA CGM sur Pro Cycling Manager 2025. Je suis sur la World DB26 pour avoir des effectifs et des maillots à jour par commodité. Je vous montrerai Paris-Nice tout à l'heure. Et là, on va commencer bien sûr en se penchant sur le Tirreno. Tirreno dont je vous avais montré la première étape, un petit peu pour présenter les choses. Nous alignons la même équipe que sur les Strade Bianche, donc autour de Paul Sexas. Et ensuite, voilà, il y a des coureurs qui vont être capables de l'aider sur différents types de terrains. Donc voilà, pour mémoire, ce prologue m'avait énormément surpris. On avait eu le bonheur de le remporter. Face à des adversaires qui sont sur le papier bien plus forts, comme Filippo Ganna, comme Tadej Pogacar. C'est assez surprenant, j'avoue, j'ai eu un petit peu du mal à y croire. On va voir tout ce que cela peut impliquer ensuite sur cette course des deux mers. Donc deuxième étape, elle est a priori un peu plus neutre. Elle est promise a priori aux sprinters. Et nous, on dispose d'un sprinter quand même, jeune certes, et moins prestigieux que ne peuvent l'être les Jonathan Milan ou autres, qui sont vraiment le gratin. En tout cas, il y a une grosse partie en tout cas du gratin mondial du sprint. L'autre partie est sur Paris-Nice. Mais voilà, il faut bien admettre que Tobias Lund Andresen est un drôle de coureur, plutôt prometteur. Et je vais essayer. Certes, on n'a pas une équipe réellement bâtie pour le sprint et pour chasser de manière, on va dire, sérieuse les victoires d'étape sur ce Tirreno Adriatico. On est obligé de jongler un peu parce que la priorité, elle est pour le général, le classement pour Paul Sexas, notre leader. Donc j'ai quand même quelques bons classic men, comme Oliver Nassen, bien évidemment, qui peuvent tout de même aider sur des secteurs de plaine en termes de protection, voire même, on ne sait jamais, sur les prémices d'un sprint. Ici, dans le final de l'étape 2, j'ai choisi de prendre des roues parce que je pense qu'il faut qu'on fasse preuve d'un certain opportunisme. C'est que ça, c'est calé dans la roue de Pogacar, mais sinon, Nassen ou bien Lund Andresen vont sprinter. Ils vont avoir des bonnes roues. Regardez la roue de Jonathan Milan pour Lund Andresen. Allez, il va falloir se laisser emmener au début du lancement du sprint et ensuite essayer de sortir. Donc voilà, Jonathan Milan qui produit ici son effort. Est-ce qu'on va pouvoir essayer de le déborder par la droite ? C'est un petit peu difficile. En plus, on avait un peu de vent qui venait de droite. Ouais, pas de place à gauche non plus, donc il fallait passer par là où on pouvait. Bon, rien de bien honteux, mais on fait un petit top 10. Un petit top 10 tout à fait satisfaisant pour, se mettre en bouche par rapport au sprint. Il y aura d'autres occasions. Et puis dans le Paris-Nice aussi qui va suivre, il va y avoir aussi quelques petites opportunités de sprint. Pour cette fois, ce sera Olaf Koy, le sprinter néerlandais. Donc voilà. Lund Andresen est quand même moins fort évidemment que ne l'est déjà Olaf Koy. Mais c'est quand même quelqu'un qu'on a envie de voir. C'est le deuxième meilleur sprinter de l'équipe, pour être très franc. Bon, position figée au classement général, ou presque, puisque pas grand-chose n'a changé avec cette arrivée au sprint. On recommence. Étape 3, à nouveau, une arrivée au sprint à prévoir. Donc là, c'est pareil. On est vigilant. On relâche les protections dans les descentes pour éviter les chutes, mais on protège quand même à la fois le leader d'un côté, à la fois aussi celui qui sprintera
Donc Lund Andresen de l'autre. Moi je lâche dans les descentes parce que j'ai quand même vécu par le passé sur Pro Cycling Manager quelques chutes que je vais éventuellement pu imputer au fait de ne pas avoir enlevé la protection. Donc bon, je suis devenu un peu superstitieux. Je sais pas si c'est vraiment fondé tout ça, mais je préfère me méfier et mettre toutes les chances de notre côté. Voilà. Donc ici, jolie forme du jour au passage pour Lund Andresen. Voilà, on va boire notre gel à 6 km de l'arrivée et on va ensuite croiser les doigts pour être emmené par le bon train. J'ai suivi relativement le même type de principe. C'est pénible, ces îlots centraux là, dans les ronds-points. Je déteste tous ces aménagements urbains qui précèdent les arrivées au sprint parce que dans le jeu c'est déjà pénible. Mais alors en réalité, c'est quasiment utiliser des mots trop forts, mais presque criminel vis-à-vis des coureurs. Allez, Lund Andresen qui, ici, finalement n'a pas choisi la meilleure roue. La meilleure roue, c'était celle de Jesper Philipsen. Philipsen, peut-être le meilleur sprinter du monde, non? Qu'est-ce que vous en dites? Dites-le moi, si vous pensez que Philipsen, à son top, quand il se prépare vraiment pour les sprints et quand il a l'équipe autour pour lui, est-ce qu'il n'est pas meilleur que Jonathan Milan au final? Il est moins puissant, c'est pas le même gabarit, mais ça, pour moi, Philipsen, c'est le top du top. Donc voilà, il s'impose. On fait encore une fois une place très honorable. Ganna nous ravit le maillot de leader parce que lui a pris la bonne roue. Vous voyez, Filippo Ganna, capable comme ça de suivre Tim Merlier. Et donc, voilà, très bien, il prend la tunique. C'est pas très très grave parce que de toute façon, il reste encore un certain nombre d'étapes qui vont être relativement sélectives, à commencer par la quatrième étape, dont l'arrivée se fait tout de même sur un terrain où il va falloir que Filippo Ganna s'accroche pour arriver à suivre Pogacar ou d'autres. Il y a Matteo Jorgensen qui est là, par exemple, pour la Visma. Puis il y a d'autres coureurs comme ça qui sont en embuscade. On aura de toute façon ici un aperçu plus précis de la situation entre favoris en vue de la victoire finale sur ce Tirreno Adriatico, parce que les forces vont s'exprimer sur cette étape-là. Allez, c'est parti. On est dans le final. Il y a 3 fois la même difficulté finalement. C'est une montée qui n'est pas dingue en termes de pourcentage, mais qui fait un petit peu plus de 4 km. Et à l'issue de cette montée, vous voyez, ligne d'arrivée, on va la franchir pour la deuxième fois, et puis la prochaine fois ce sera vraiment l'arrivée. Donc on a en plus le temps de se préparer un petit peu à cette arrivée. Que dire? Je tiraillais entre la constitution d'un train et la prise d'une bonne roue. Néanmoins, comme j'ai peur que prendre la roue de Pogacar, on explose parce qu'il a plus d'accélération que nous, je me dis que je préfère encore demander à Oliver Nassen puis Aurélien Paré-Peintre de faire un très très gros boulot. Regardez Pogacar qui va remonter sur la droite de la route et qui va en planter une. Voilà, il est suivi par quelques éléments et nous on se sent obligé de suivre naturellement. C'est Aurélien Paré-Peintre ici qui emmène Paul Sexas. Certains ont déjà explosé sous l'effet de l'attaque de Pogacar, et puis peut-être qu'il est grand temps déjà, j'ai envie de dire, trop tôt à mon goût, mais il n'y a pas le choix. Grand temps, voilà, de libérer ici Paul Sexas pour le sprint, en espérant reprendre Tadej Pogacar, mais ça va être compliqué ça. Ça va être très très compliqué. Ok, Tadej s'impose. Tout ce qui va compter maintenant, ça va être l'écart sur la ligne. Magnus Sheffield fait 3, Primoz Roglic 4, Jorgensen 5, Carapaz, Healy. Bon, Van Der Poel était pas au mieux sur cette étape-là. Ok, donc ça nous resitue les choses un peu. Au général, on a perdu 12 secondes, mais il y a aussi de la bonif qui a été paumée.
Ce qui fait qu'à ce stade, il ne reste plus que 17 secondes d'avance pour Paul Sexas vis-à-vis de Tadej Pogačar. Donc bon, on tremble un peu. Puis il va falloir s'accrocher pour tout ce qui va suivre, parce que c'est pas fini. Tiens, regardez, on cherche encore à me corrompre en me proposant de l'argent pour que Paul Sexas aille se péter la clavicule sur Paris-Roubaix, quoi. Donc là, au minimum, j'ai envie de dire qu'on attendra quelques années. Allez, retour sur ce Tirreno. C'est le variant 2022, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, mais vous l'aurez reconnu très certainement. Ce qui veut dire que cette étape 5 est piégeuse, mais accessible tout de même aux sprinters qui passent les bosses. En revanche, l'étape 6, ce sera le juge de paix. Donc, vous voyez, profil là qui ne m'inspire guère. On va peut-être essayer tout simplement de suivre Pogačar, et ce sera déjà pas mal pour éviter que ce dernier ne nous prenne des bonifications et grousille le petit peu de temps qui nous reste d'avance sur lui. Et voilà, pas grand chose à signaler, si ce n'est un final très très nerveux dans lequel on va rentrer dans quelques secondes. Auparavant, les ravitaillements sont faits, les protections également. Je misais sur Aurélien Paré-Peintre, peut-être pour assister l'ami Sexas. Nicolas Prudhomme est vraiment intéressant, hein. On peut lui demander de faire pas mal de choses. C'est un vrai bon coureur pour le terrain qui s'élève, hein, ou pas mauvais puncher, mais il est pas mal sur les ascensions. Donc lui, il sera une carte majeure pour le lendemain. Et on a déjà fait un peu travailler ici. Puis je vais y aller assez tranquillement, tout en voyant, regardez la vitesse avec laquelle les tout meilleurs de nos rivaux abordent cette Madonna Dette. Donc ouais, pas évident. Heureusement qu'ils n'ont pas relancé trop fort, parce que honnêtement on a été complètement pris sur le début de cette bosse. Il y avait de très très forts pourcentages, et on peut pas dire qu'on est réellement... Ok, si, il y a Paré-Peintre, il y a Paul Lapera, mais pas l'impression d'avoir des punchers aussi forts que ce que j'ai déjà eu dans d'autres carrières sur Pro Cycling Manager. Et du coup, je me sens fort démuni lorsque le terrain devient comme ça propice aux relances, aux accélérations, les raidillons qui durent pas longtemps, mais dans lesquels franchement on recule, hein, en termes de position. Regardez, il y a beaucoup de coureurs qui sont encore là dans le groupe des leaders. Ok, donc il y a de fortes chances pour qu'un sprinter tire son épingle du jeu, un sprinter de très très fort niveau, hein, bien sûr. Donc nous, on va se positionner. Regardez, en plus, Pogačar apparemment n'est pas aux avant-postes. Ça nous arrange, je vous l'avoue. Moi, j'ai calé Sexas dans la roue, hein, on va pas s'embêter. Et puis, Lapera est parti pour essayer de jouer sa carte. Ah, dommage. Il s'est fait damer le pion par Brennan. Oh, puis d'ailleurs, après, il se fait reprendre, mais dommage. On fait 4e avec Paul Lapera. C'était peut-être l'occasion ou jamais d'essayer de lui booster son moral, parce qu'en fait, il a très mauvais moral. Il râle parce qu'il n'a pas de victoire. Vous savez, le petit truc disette dans le menu du jeu. Ouais, dommage. Bon, par contre, moi, les 3 premiers, ça m'arrange énormément, hein. Brennan, Pedersen, Zambanini, ça veut dire pas de bonification pour Pogačar. On reste donc avec 17 secondes d'avance sur le Slovène. Et puis ici, pareil, c'est l'occasion de dire un petit mot du très jeune sprinter Brennan de la Visma Lease a Bike. Visma, ils sont plutôt en forme, hein, en ce début de saison. Je spoil rien, mais sur Paris-Nice, on verra beaucoup de maillots jaunes avec un peu de noir, hein. Ce sera vraiment... on peut pas dire qu'ils sont mal préparés, eux, hein. Voilà, on y est. Étape Rennes avec double ascension hors catégorie. Et donc, vraiment, juge de paix. Alors, que dire ? C'est une étape très difficile à gérer avec mon équipe, parce que il y a une échappée
assez massive qui cherche à se constituer. Et de deux choses l'une. Comme personne ne roule, donc toutes les équipes semblent être d'accord avec le fait que l'échappée aille très très loin. Peut-être même prêt à lâcher la victoire d'étape, apparemment, puisque personne ne roule. Je vais rouler. Puisque je m'aperçois que je suis un petit peu obligé de le faire. Par contre, on va rouler avec tout de même l'idée que si à la limite la victoire d'étape se joue devant, moi ça ne me dérange pas trop. J'aime pas me retrouver là avec un leader si jeune, un produit qui n'est pas encore fini et une équipe qui n'est pas réellement prête à devoir maîtriser cette course. Je trouve que c'est très très difficile. Heureusement que un petit peu plus tard, oui, quand on aura bien fait le boulot, et qu'on aura laissé l'échappée aller aux environs de 5 minutes 30, ce qui laisse encore plein de possibilités, et puis surtout qui permet de ne pas perdre non plus le général face à un coureur de l'échappée. Bon, voilà, après on nous aidait un peu, maintenant on nous aide plus. Ok. Nassen et Labrosse auront donc fait un énorme boulot pour maintenir un écart. Alors, c'est vrai qu'autour des 4 minutes, beaucoup de choses peuvent être encore envisagées. On peut revenir dans la double ascension à suivre, mais on peut aussi voir la victoire d'étape pour quelqu'un qui est dans l'échappée, un rescapé très fort peut-être. Quoi qu'il en soit, il n'y a plus de soucis pour le général à ce stade-là, dans la mesure où l'écart minimum à ne pas laisser, c'était 7 minutes. Voilà, il y avait un qui était à 7 minutes de Paul, donc pas de problème. On sera largement dans les clous. Alors, soixantaine de coureurs au moment d'aborder la première ascension du Monte Carpegna. Qu'est-ce que je vous dis ? Aurélien Paré-Peintre, déterminant, regardez, avec Nicolas Prudhomme dans la roue. J'ai rien trouvé de mieux que le mini-train pour essayer de mettre de la pression sur les autres équipes et puis d'être prêt à réagir en cas d'attaque. Voilà. Attaque de Pogačar suivi par Matteo Jorgensen. Roglic ne va pas tarder, regardez. Non, il tarde. Oula, re-attaque de Pogačar. Jorgensen cette fois n'a pas pu suivre. Peut-être était-il bloqué légèrement. Il y a une route qui est assez étroite et il y a vraiment moyen de se faire surprendre ou de se faire bloquer. Yes, Pogačar, il se dit non mais c'est trop facile en fait. Je vous attends les gars. Je vous attends et allez, je ferai l'effort à la deuxième. Puis si vous êtes gentil, je le ferai pas trop longtemps. Donc voilà, on est vraiment terrifié. Parce qu'on se dit que Pogačar va tout lâcher dans la deuxième. Bon c'est ce qui va se passer dans quelques secondes peut-être. Allez, regardons cela. Ça commence déjà au niveau du pied d'ascension. Accélération de Magnus Sheffield, Jorgensen, Pogačar le suivent. Et nous on continue. Cette fois-ci, Aurélien Paré-Peintre a tout donné. C'est Nicolas Prudhomme qui est chargé d'emmener dans sa roue Paul Sexas le plus loin possible, j'ai envie de vous dire. Elle est violente, mais elle est courte, cette ascension. Donc Nicolas Prudhomme, il lui reste de la barre, effort curseur, bonne forme du jour. Paul aussi est en bonne forme. Attaque de Pogačar, il va falloir réagir tout de suite. Voilà, terminé pour le travail de Nicolas. Et là, c'est Paul Sexas qui, comme ça, jaillit dans la roue de Pogačar. Voilà, il lui dit qu'il est là, il revient à hauteur. Est-ce que le Slovène va en replanter une ? Non. Apparemment pas, mais il reste quand même encore 3 km jusqu'au sommet, donc c'est pas du tout fait. Pogačar qui se rassoit, qui... Alors vous voyez, je suis avec la souris, je suis prêt à contre-attaquer immédiatement, parce que ça bouffe moins d'énergie de contre-attaquer que d'attaquer. Toutefois, voilà, ça y est, on a repris le dernier fuyard, l'échappée. Il y aura personne qui gagnera l'étape au sein de l'échappée matinale. Et ça va se jouer probablement entre ces deux hommes-là. Roglic peine à 50 secondes environ. Allez, on essaie de le contrer. Tenté par Sexas sur Pogačar, qui a bien résisté. Il semble quand même en difficulté, mais le problème c'est que nous aussi. Voilà. On arrive au sommet et on va amorcer la descente.
à 2 pour la victoire d'étape et peut-être même pour la victoire sur ce Tirreno. Ah, pas sûr, parce que là maintenant j'ai fait l'essentiel du boulot. Hein. Il suffit de rester avec Poggi, au pire on lui laisse la bonif de l'étape et puis voilà. Alors j'ai remarqué un truc, c'est que dans les descentes, on ne peut pas faire de différence. Tant mieux, parce que ça c'était un cheat du jeu par le passé. Donc il n'y a pas l'air d'y avoir moyen de faire de grosses différences. Ou alors, j'ai de mauvais descendeurs, ou des mecs qui sont juste corrects, ou voilà, assez bons, on va dire, au maximum en descente. Et du coup, je peux pas me rendre compte de la possibilité de faire des diffs. Alors ça, c'est donc voilà, encore une petite hypothèse, je sais pas. Vous savez forcément, parmi vous, il y a des gens qui ont essayé tout ça, et qui ont eu des super descendeurs avec eux. On pense à Pidcock par exemple. Qu'est-ce que ça donnerait un Pidcock dans cette descente-là? Je me demande. Toujours est-il qu'on attend de pouvoir prendre la roue du Slovène. Voilà, ça y est. Ok, la roue est prise. Max 2 barres parce qu'on sort d'une descente. A priori, on ne perdra pas Tirreno. Et on va essayer même d'aller gagner cette étape au nez à la barbe de Pogačar. On a bien pris la roue, on a surgi au bon moment. On va s'imposer sur la ligne, on lui fait le sprint au Slovène, après tout. Il nous a attaqué. Et puis on a relayé. Donc c'est pas du tout lâche d'être allé chercher cette victoire au sprint. Incroyable. Incroyable mais vrai. Bon, Pogačar est en début de saison. Hein. On va pas se raconter d'histoire. Hein. Il est en début de saison, il n'est pas encore préparé. On a eu une bonne forme ce jour-là. Et puis surtout il y avait eu ce prologue aussi qui nous avait bien mis sur orbite, parce que sinon avec les bonifications des autres étapes on aurait tout simplement perdu ce Tirreno. En tout cas c'est gagné, 21 secondes d'avance au final, et premier rendez-vous, ou plutôt deuxième, mais pour le premier rendez-vous c'était Israele Bianche, et puis finalement les deux ont été battus même si Pogačar fait 2 et Sexas fait 8, mais là premier gros rendez-vous entre les deux hommes. Victoire de Sexas, incroyable mais vrai, on va remporter ce Tirreno si on ne se casse pas la figure au cours de cette étape 7. Alors c'est rigolo parce que son profil me fait beaucoup penser à celle de cette année, de 2026, sur lequel vous aviez vu peut-être Mathieu Van Der Poel faire son petit numéro à 100 bornes de l'arrivée, là, où il a mis tout le monde en PLS en accélérant pendant 15 bornes à peu près en préparation de Milan-San Remo. Bon, il n'y aura rien de tout ça ici, on va aller vers un sprint tout à fait gentillet. Mathieu Van Der Poel aura été relativement anonyme sur ce Tirreno. Seul son fidèle équipier et sprinter Philipsen se sera mis en évidence. Alors justement, est-ce que Philipsen va encore chercher un sprint, ou est-ce que quelqu'un d'autre va s'imposer? Peut-être Jonathan Milan pour la revanche, parce qu'il s'est quand même bien fait dominer jusque-là par le Belge. Et nous, on a pris des roues, et puis on va essayer de voir. Allez, Lund Andresen dans la roue de Philipsen. On va essayer de sortir, mais on peut pas. Il est meilleur le bougre. Ce sera donc la revanche de Milan sur Philipsen qui fait deuxième. Et on est 6ème. Moi, je trouve que c'est sympa. Il aura pris 2 6e places et une 5e place, Lund Andresen, sur ce Tirreno. Ou alors peut-être une 8e, une 5e, une 6e. Enfin, ça va. C'est pas humiliant. Et puis, il y a d'autres courses qui arrivent là dans très très peu de temps sur les pavés. Bref, il y a beaucoup de choses à espérer avec ce jeune homme. On essaiera tôt ou tard de mettre dans les meilleures dispositions pour s'imposer. Parce qu'un sprinter, il faut lui faire lever les bras. Voilà. Fin de ce Tirreno. On aura pris un peu d'argent, mais pas tant que ça. Et puis c'est le moment de basculer vers le Paris-Nice qui avait lieu au même moment. Voilà. Alors, Paris-Nice. Paris-Nice, c'est encore une fois une course qui propose de différents types de profils. Vous voyez que quand même les efforts là consentis par Paul Sexas sur cette première partie de saison nécessitent du repos. Il y aura repos jusqu'au Tour du Pays Basque et après les Ardennaises. Voilà à peu près le planning qui nous attend, donc on le retrouvera mais pas tout de suite, Paul.
Et là, donc, je parlais de Paris-Nice. Course très très intéressante. Et puis surtout, phénomène capital pour mon approche du jeu, il y a un top 5 qui est requis par le sponsor sur Paris-Nice. Donc là, on a un vrai objectif. Et j'ai choisi d'envoyer Matthew Riccitello pour essayer de chercher cette place dans le top 5 à la fin de ce Paris-Nice. Toutefois, c'était quand même sympathique aussi de prendre Olaf Koy avec nous pour essayer de tenter sa chance au sprint. On a l'inamovible et l'inusable Tish Benoot et aussi Stefan Bissegger, De Wolf. On a des bons coureurs. On a de très bons coureurs ici. Une partie aussi, vous voyez, de notre équipe de pavés qui va rentrer en scène très 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 vite, juste après Milan-San Remo. Et donc, vous voyez là, un positionnement dans le final. Alors je prends des roues, parce que je ne m'estime pas suffisamment fort collectivement pour pouvoir bâtir le petit train qui serait éventuellement utile pour Olaf Koy. Toutefois, il y aurait moyen peut-être avec Bissegger et De Wolf, mais bon, voilà, ça fait un peu juste, même si on demandait par exemple à Dan Hull de préparer le terrain en termes de rouleurs, hein, bien évidemment, avant que les trois autres puissent s'organiser. Bon, c'est envisageable, mais j'ai choisi une autre option ici, qui est celle, non pas comme Kurn-Bruxelles-Kurn, où j'avais réussi à mettre en place mon petit train, là, l'épisode précédent, et ça avait été assez concluant, mais là, plutôt essayer de prendre des roues. Donc on a choisi Arnaud Delis. Il y a aussi Tim Merlier qui est présent, attention à Tim Merlier, mais Arnaud Delis me paraît en forme, je l'ai vu dans les courses de préparation, souvent bien placé. Donc j'ai choisi cette roue-là. Allez, Olaf Koy dans la roue d'Arnaud. Et Delis qui va très bientôt produire son effort. Et nous aussi. On va juste attendre qu'il se lance. Allez, c'est parti. Olaf Koy qui déboîte sur la droite. À environ la flamme rouge, hein, avec la compression des kilomètres. Ouh que c'est serré. Ouh que c'est serré. Victoire pour Olaf Koy devant Warren Skjold. Ouais, très dangereux Warren Skjold. Très très bon coureur. Mais on arrive à s'imposer ici. Pfiou. C'était pas facile, mais ça me soulage parce qu'il y a un objectif mineur là du sponsor qui est d'arriver à remporter 13 victoires World Tour dans la saison. Et c'est bien parce que ça en fait une en moins à obtenir désormais. On a fait le plein sur Tirreno, puisque prologue, étape 6, plus classement général final, ça fait 3 de plus. Plus une là, ça fait 4. Donc il va falloir continuer à glaner des victoires en World Tour. Mais la saison est longue. Et au pire, il reste encore pas mal d'épreuves, même en troisième partie de saison, après le Tour de France, pour aller chercher la fin de cet objectif-là. Étape 2, très très piégeuse. Genre d'étape qui a l'air toute plate et qui en fait, avec les zones de vent, peut s'avérer juste déterminante pour le classement général final. Qu'est-ce qui va se passer ici ? J'ai vraiment peur pour Riccitello qu'il ne subisse. En plus, il est à -1 de forme du jour. Alors je le cale dans la roue de Tish Benoot. Pourquoi ? Parce que Benoot, on le sait, c'est un très très bon rouleur. Il a une certaine polyvalence. Il n'est pas que ça, mais c'est notamment un Flandrien. Et donc il a cette aptitude à rouler, note de plaine qui est assez satisfaisante, à 76. Il a une note d'endurance aussi au cas où, une note de résistance qui est pas dégueu. Bref, on a comme ça un coureur qui, si Riccitello arrive à le suivre, devrait amener à bon port le leader américain de notre équipe sur ce Paris-Nice. Regardez, ça casse. Voilà, il y a beaucoup de cassures. La zone de vent est assez intense. Il se passe pas mal de choses. Et nous, surtout, on essaie de rester bien cachés, à l'abri. Bon, je protège en marge Olaf Koy, bien évidemment, parce qu'il y a peut-être un sprint à aller chercher avec lui, mais
mais vraiment priorité au général, où l'on voit que De Wolf et Benoît sont les gardes du corps de Riccitello sur cette étape-là. Almeida aura fait tout ce qu'il a pu, alors ne vous inquiétez pas, la UAE sera bel et bien représentée au classement général. Ce sera pas Almeida, moi je le savais pas à ce moment-là, mais j'ai cherché. Ouais, Isaac Del Toro est parfaitement placé. Isaac Del Toro est là. Il y a Jonas Vingegaard du côté de la Visma. Il y a notre ami, comment s'appelle-t-il, cet Allemand là de la Lipowitz, l'Allemand très très remuant, qui est là aussi pour le classement général éventuellement. Donc on a de la concurrence hein, réellement. Regardez, au moment où Riccitello n'en peut plus, bah, c'est pas grave, on va l'attendre avec Benoît et avec Pierre Gautera également. Ces deux-là vont être chargés avec Dan Hull d'escorter Riccitello jusqu'à la ligne d'arrivée. Mais le chemin est encore long et surtout il faut arriver à reconstituer de la barre rouge, puis un peu de barre jaune, bref, on connaît l'histoire. Devant, ça a fait du tri, hein. Il n'y a plus que moins de 20 coureurs dans le groupe qu'on appellera le groupe Vingegaard, avec Wout van Aert, bref, ok d'accord, avec les surhommes là. On est à deux doigts de revenir, regardez ici, là, oh dommage, 30 km de l'arrivée environ. On n'est pas loin de recoller dans ce groupe-là. Ce serait optimal. Par contre, on ne s'est pas fait reprendre, hein. On a quand même conservé une énorme avance sur tous ceux qui avaient été lâchés au moment de la zone devant, hein. Donc, vous voyez, voilà, on est entre les deux. On est avec Riccitello, on va concéder du temps à Vingegaard et à Del Toro. Ok, pas de problème. Mais par contre, on va essayer d'en gagner par rapport à d'autres qui se seraient fait piéger, et il y en a. Donc voilà, tout en gérant toujours cette pauvre barre rouge là qui croît et qui décroît pour Riccitello. C'est vraiment un très très mauvais jour pour lui. Heureusement qu'il est entouré. Bon ben devant, j'ai deux hommes, hein. J'ai Olaf Koy et Stefan Bissegger. Et objectivement, l'un comme l'autre pourraient tenter leur chance. Oui, si je n'étais pas totalement absorbé par ce qui se passe dans le deuxième groupe. Parce que j'ai tellement pas envie de perdre du temps avec Riccitello, en tout cas d'en perdre trop. Vous voyez qu'actuellement, par exemple, il est cramé, il en peut plus. Ça m'oblige à revenir en arrière pour demander à Benoît d'aller moins vite. Puis croiser les doigts pour que Riccitello ne lâche pas du groupe, que finalement, bah voilà, pendant ce temps, c'est avancé devant. Ça, c'est les limites de ne pas faire pause quand on joue. Je pense qu'il faudrait que je m'astreigne à faire pause à des moments. Toutefois, bah voilà, bah ça nous coûte une potentielle victoire d'étape, puisque on a laissé 3 mecs sortir un peu du groupe à l'avant et on a sprinté pour la 4e place avec Koy, mais sans pouvoir aller glaner quoi que ce soit de plus. Allez, groupe Benoît, Riccitello qui arrive plus ou moins à rentrer à distance, on va dire raisonnable. Gautera et Dan Hull ont donné ce qu'ils avaient à donner. Tiens, ça sprint, Van Hills, Almeida. Mais voilà, il y a plein de coureurs qui ont perdu très très lourd sur cette étape 2. Et on s'y attendait, hein. On s'attendait vraiment à ce que pas mal de gens souffrent de la zone devant. Bah, ça aurait été le cas. À l'arrivée, voilà, bah, on perd quoi? On perd beaucoup moins, on perd une 30 à peu près. Beaucoup moins que les 3,25 perdus par la majorité des gens, hein. C'est vraiment des étapes, ça, où, évidemment, on n'a rien fait de spectaculaire. On a été juste présent avec 2 coureurs, et puis on s'est battu surtout dans le groupe de derrière pour exister, pour ne pas prendre un éclat. Donc une étape laborieuse, une étape de souffrance, mais peut-être une étape décisive, hein. Pour le classement général final, sait-on jamais. Une autre qui est décisive, c'est l'étape 3. Contre-la-montre par équipe. Alors ça, c'est rocambolesque, hein, sur PCM, là. On va prendre le temps sur le 4e coureur, d'accord, pour chaque équipe. Enfin, sauf ceux qui arrivent longtemps derrière. Mais en tout cas, les 4 premiers, ils ont le temps du 4e. Voilà. Ce qu'il faut retenir, ça se balade dans tous les sens. Ils sont tous éparpillés façon puzzle. C'est beaucoup de souffrance pour tout le monde. Les équipes, quand même, globalement, arrivent à rester à 4, voire 5. Pourquoi pas, hein, c'est un calcul. Mais
c'est pas phénoménal, je trouve, et c'est quand même assez mal géré globalement par l'IA. Hein. Mais bon, c'est dur aussi à gérer pour le joueur humain. Je vais vous expliquer pourquoi. J'ai choisi de garder, allez, 5 ou 6 coureurs au cas où il y en aurait un ou deux qui lâcheraient. Et puis, par contre, m'appuyer sur mes forces principales du jour, que sont Dan Hull, Stefan Bissegger, Mathieu Riccitello. Ça, c'est les 3 meilleurs en contre-la-montre. Et puis après, par contre, il faut qu'il y en ait minimum un autre qui accompagne. Parce que sinon, on prendra le temps d'un mec qui est complètement largué. Donc il faut être quand même au moins 4 à franchir la ligne, on va dire, en même temps. Et puis, ça c'est Paris-Nice 2020, pas dire de bêtises, 5. Je crois que c'est Paris-Nice 2025, où on prend le temps sur le 4e. Quoi qu'il en soit, bon an mal an, vous voyez, après, je demande à certains de ne même pas prendre de relais, comme Pierre Gautera, qui n'est pas un spécialiste du tout du contre-la-montre. Donc lui, il reste derrière, et puis s'il se fait lâcher, c'est pas très grave. Olaf Koy, au pire, on joue pas le général non plus, hein, avec notre sprinter, donc s'il fallait qu'il lâche, il lâchera, ma foi, c'est pas un drame. Puis j'essaie quand même d'en garder 5 autres impliqués, enfin 2 plus les 3 que je vous avais cités, afin de quand même limiter les dégâts au cas où on aurait un problème, surtout qu'on peut pas dire que les formes du jour soient sensationnelles, c'est même assez calamiteux. Globalement, on est vraiment dans le négatif, on est dans le rouge, et l'intermédiaire ne me fait pas rêver. On est à 52 secondes du meilleur intermédiaire, et encore c'est partiel parce que il y a d'autres équipes meilleures qui passent après, comme UAE, comme Ineos, comme la Visma. Bref, on se bat, on essaie de faire au mieux, on a rallongé un peu les relais de certains, on en a augmenté également l'intensité, mais de très très peu, parce que tout ça se joue un peu sur des détails. Alors pour le moment, vous voyez, j'ai un peu tout le monde. C'est normal, il y en a qui prennent pas de relais. Et puis, donc, encore une fois, c'est pas le but de garder tout le monde. Le but, c'est vraiment que Riccitello franchisse la ligne avec 3 autres équipiers dans le meilleur temps possible. Voilà, c'est tout. Bissegger obligatoirement. Allez, Riccitello est présent. Dan Hull. On a De Wolf qui craque un peu sur la fin. Vous voyez, j'ai pris mes précautions. En restant à 5, on en a finalement un qui est lâché et on peut prendre le temps sur le 4e. Mon temps est pas scandaleux, mais il est pas très beau non plus, parce qu'on va se retrouver à 1 minute des vainqueurs. Tiens, ils arrivent les vainqueurs, regardez. UAE arrive autour de Del Toro. Eux, ils terminent à 5. Ils vont remporter l'étape, bien évidemment, j'ai envie de dire. Bon, bien évidemment, il y avait la Visma qui pouvait gagner également. Ils sont qu'à 4 secondes. Il n'y a vraiment pas une grosse différence. Et nous, on est à environ 1 minute de tous ces gens-là. En tout cas, pour les 4 qui ont terminé ensemble. Et puis, pour les autres, c'est pas la même chose. Ce qui fait qu'au général, indéniablement, prise de pouvoir pour Isaac Del Toro. Ok, pas grand-chose à dire là-dessus. Et puis, Riccitello actuellement est 20e. Voilà, et puis il va falloir grignoter des places progressivement. Ce qu'on va essayer de faire par la suite. Alors, étape 4, la loge des gardes pour lieu d'arrivée. Donc, à un certain niveau, ça pourrait nous rappeler dans l'esprit cette étape faramineuse d'il y a quelques jours, où il y a quand même, c'est quoi, ces trois Bora Red Bull qui emmènent Vingegaard. Moi, ça m'avait fait un peu hurler intérieurement. Mais bon, ok. Et puis l'autre qui se fait jamais attaquer, qui se fait emmener dans un fauteuil et qui sort au kilomètre, quoi. Bon, on va essayer de pas lui rendre les choses aussi faciles, en tout cas si on le peut, parce que nos moyens sont quand même assez restreints. On a moins de moyens quand même sur ce Paris-Nice qu'on l'a eu sur Tirreno. L'équipe est quand même globalement un petit peu moins forte, même si j'ai essayé de répartir mes forces. Bon. Et
Après, quoi qu'il en soit, on attend peut-être monts et merveilles d'une étape comme celle-là. On se dit que ça va exploser, ça va être spectaculaire, il va se passer plein de choses. Au final, pas vraiment. Hein. Regardez, on va atteindre les 15 derniers ou 20 derniers bornes avec encore un groupe assez important. Même à moins de 10 km de la fin, il y a encore 80 coureurs dans le même groupe. Bon, Vingegaard va très certainement tenter quelque chose. Ça y est, attaque de Jonas Vingegaard. Olaf Koy qui protège. Et Richie Tello avec l'ami Bissegger pour venir aider aussi. Benoît est un peu décroché, c'est pas très très grave. Bon, Vingegaard est parti. De toute façon, moi, est-ce que j'ai vraiment à faire l'effort? Pas tant que ça, c'est plutôt à Del Toro de le faire, non? Donc, j'essaie de maintenir ma position. Après, quand même, je demande à Benoît de sauver le soldat Richie Tello autant que faire se peut. Mais voilà, y a d'autres gens qui sortent, hein, évidemment, hein, Lipovitz, hein, logique. Bref, c'est pas notre course, ça. La course des 3 premières places, c'est pas pour nous. Nous, on veut être 4e ou 5e. Voilà, c'est suffisant déjà. Et surtout, on n'a pas les moyens d'ambitionner davantage. Benoît va s'accrocher, mais Richie Tello va produire ici son effort. Enfin, et terminer à 99 curseurs sur barre jaune, quoi, pour essayer de limiter la casse, chose qui sera globalement faite. Une étape quand même relativement un peu pour rien, hein, que cette étape 4 du Paris-Nice. Donc voilà, que vous dire, ce n'est que Del Toro se réveille un peu tard, que Vingegaard s'impose en attaquant quand même au pied, hein, et puis, ou presque. Michael Storer, joli perf. Lipovitz, on l'attend, hein, de toute façon on sait qu'il est bon. On fait 5e sur l'étape et on remonte ici à la 9e place avec notre jeune américain. Il y a encore des choses faisables et il va falloir rattraper un peu de temps sur tout un tas de coureurs qui peuvent encore nous devancer, comme Söderqvist, etc. Il y aura forcément des opportunités. Et je pense qu'en fait, le plus dur est fait en termes de travail ingrat sur ce Paris-Nice, puisque il y aura une étape 5 encore un peu délicate à manier, une 6 qui va être probablement neutre, et puis ensuite, la montée vers Oron, bon, puis la traditionnelle 8e étape, en terminant par ces alentours de Nice, on le sait. Voilà. Après Milan-San Remo, que je vous proposerai, bien évidemment. Est-ce qu'on aura quelque chose de vintage ou est-ce qu'on aura quelque chose d'assez actuel? La question, elle est là. Et puis après, on va attaquer les pavés avec Bruges-La Panne, bien sûr. Bon, ce sont des vrais rendez-vous pour Olaf Koy, hein. Et là, pour le coup, c'est vraiment l'endroit qu'il faut cibler. Grand Prix de l'E3, on verra un petit peu ce qui s'y passe. Est-ce qu'il y a un écrémage ou est-ce qu'on peut sprinter? Et puis, Gand-Wevelgem, presque objectif de saison pour toujours Olaf Koy. Voilà, pendant ce temps-là, nos petits gars du Giro, là, ils sont en train de se préparer. Je les garde un peu au frigo. Et puis, on va mettre tout ce petit monde-là, voilà, avec un bon nombre de jours de course pour essayer d'aborder le Tour d'Italie dans les meilleures conditions dans quelques semaines. Allez, rendez-vous à l'épisode 4. À plus.